Merci. Bon, bonsoir à tous. Je suis Maxime Dejabrin, je suis consultant chez Béjaflor depuis bientôt 15 ans. Je suis rentré consultant junior de chez Junior avec plein d'envies. Je ne savais pas trop ce que c'était que le conseil, j'avais une petite idée d'expertise sécurité, j'en ai déjà fait. Aujourd'hui, je suis exécutif vice-président, ça veut dire que je suis responsable de la business unit cyber-risque et sécurité. Et je suis venu avec deux consultants. Bonjour à tous, Quentin Recoursé. Je suis consultant depuis 2 ans maintenant chez Béjaflor et je travaille avec un client, donc client bancaire, sur des problématiques de protection des données personnelles. Et j'ai découvert Béjaflor alors que j'avais un background en informatique et je ne connaissais pas la cybersécurité, donc j'ai découvert la cybersécurité avec Béjaflor. Bonjour à tous, Margot Maugery. Je suis également consultante chez Béjaflor depuis 1 an maintenant. J'ai intégré le cabinet de conseil suite à une école d'ingénieurs. Et voilà, j'avais également l'envie de découvrir tous les domaines de la cybersécurité et le métier du conseil. Merci. Alors, l'objectif de notre échange aujourd'hui, c'est de vous ouvrir un petit peu le couvercle du moteur, comme on dit. Je me mets à votre place. Pour la plupart, vous êtes étudiants, vous ne savez pas trop ce que c'est que le consulting. Vous avez une petite idée de ce que c'est que la cybersécurité parce que vous avez eu des cours. J'espère que les cours sont meilleurs maintenant que ceux que j'ai eus à l'époque. On m'a expliqué le kernel NT4 et donc tous les mécanismes de sécurité que j'ai jamais utilisés de ma vie derrière. Voilà, bon, j'imagine de toute façon que le niveau des formations aujourd'hui est meilleur, puisque j'interviens en école, donc je le sais. Par contre, il y a une réalité chez nos clients. Nos clients, ce sont les grands comptes, et on verra qu'il y a un petit écart entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'il est possible de faire. Donc, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Très rapidement, Béjaflor, c'est un cabinet de conseil en management et en technologie, avec des grosses présences en France, en Belgique et au Brésil. Puisqu'on a ouvert il y a 1 an et on a une centaine de consultants là-bas aujourd'hui. On a ouvert un bureau à New York cet été. Je ne suis pas certain qu'on en ait une centaine dès janvier, mais en tout cas, voilà, on a des grosses ambitions. Et on intervient un peu partout dans le monde, notamment grâce à l'offre cyber-risque et sécurité, puisqu'on est positionné par des acteurs internationaux de renom en coaching, en accompagnement dans gros programmes. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, je suis un peu en mode tactique là sur la présentation. Juste avant de préparer ce sujet, on a fait un peu le tour des attentes des jeunes. Est-ce que vous êtes en droit d'attendre d'une société aujourd'hui pour être votre premier employeur? Et l'idée, c'est d'illustrer un petit peu au travers de cette présentation ce que nous, on sait bien faire. On ne fait pas tout. On ne peut pas tout faire, parce qu'il faut faire des choix financiers également. Mais je voudrais vous parler un petit peu de l'équipe Béjaflor Cyber-Risque et Sécurité, comment elle intervient aujourd'hui. Donc l'équipe, c'est déjà une bonne ambiance. Si je suis resté aussi longtemps dans le cabinet, c'est parce qu'il y a une certaine cohésion, on fait plein de choses en dehors du boulot. Margot et puis Quentin pourront en témoigner. L'équipe, c'est aussi, et surtout pour l'équipe sécurité, un encadrement qui est important. Aujourd'hui, on est 150 consultants, dont une vingtaine de managers. Ce qui veut dire que les managers conseils ont vraiment du temps à consacrer aux équipes quand elles interviennent en mission. Elles ont du temps à vous aider à monter en compétences sur les jobs sur lesquels vous êtes positionnés avec nos clients. Donc vous avez là quelques représentants. Donc on a Erwan qui est le gros geek. Erwan, c'est le patron du lab chez nous qui gère l'équipe Pentest, pour faire simple. Lauriane qui est business developer, toujours en train de rigoler, même quand les clients sont en train de la chambrer un petit peu. Donc ça se passe plutôt bien et elle gère un très gros compte chez nous dans l'assurance où pas mal de consultants s'éclatent. Vous avez Michael aussi qui est un très très bon people developer. Michael qui est un jeune manager qui a seulement 5 ans d'expérience, qui est passé manager au bout de seulement 5 ans, qui est très orienté développement des compétences des gens avec qui il travaille. Hubert, alors on a écrit quelque chose d'assez sobre, mais en fait Hubert c'est celui qui organise tous les afterworks de l'équipe. Donc il a toutes les bonnes adresses de bar, il a appris l'humilité avec moi au baby-foot, donc Hubert est un mec sympa. Voilà, mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que l'ambiance au travail c'est super important. On est sur des sujets qui techniquement et fonctionnellement sont très complexes. On est sur des sujets de tension quand on intervient chez nos clients, parce que les gens n'ont pas forcément envie de faire de cybersécurité, ils ont envie d'aller dans le cloud, ils ont envie de faire des projets digitaux.
Et l'équipe sécurité qui est en train de leur expliquer qu'il va falloir faire un peu plus, du coup, ça peut les gêner. On est sur des sujets de transformation, ça change complètement les habitudes des gens. Donc si on ne le fait pas dans la bonne ambiance, on se prend des briques toute la journée. Moi, j'ai la foi, j'adore ce que je fais, je suis passionné par la sécurité, mais la bonne ambiance, ça aide quand même à tenir la distance. Donc c'est un point qui est important. Et je vais vous parler aujourd'hui des 2 métiers que j'ai appris à exercer. Moi, j'ai développé une expertise en cybersécurité et un peu par hasard, j'ai découvert un autre métier qui est le conseil. Je vais juste vous en toucher 2 mots. La cyber, c'est protéger des entreprises, c'est simuler des attaques pour ceux qui font du test d'intrusion, c'est évaluer des risques. On fait beaucoup soit des cartographies de risques, c'est-à-dire qu'on va regarder l'entreprise et avec les patrons des métiers, des lignes qui produisent de l'argent dans l'entreprise, on va estimer les conséquences d'une attaque informatique sur leur entreprise. Et puis avec les fonctions informatiques, donc les développeurs, les administrateurs système, les administrateurs réseau, on va essayer d'estimer la probabilité que ces attaques surviennent. Et la résultante de tout ça, ça va nous donner un niveau de risque. Et en face, on va mettre des mesures de réduction de risque. On va faire des évaluations de technologie. C'est quoi le niveau de sécurité de mon data lake que je viens d'installer chez moi. Monsieur le client, je vais vous aider à évaluer la techno. Je veux faire de la blockchain sur mon métier. Est-ce qu'on peut mettre à mal l'algorithme de crypto qu'il y a derrière? On peut détecter et répondre aux incidents. Vous avez vu plein de sociétés qui en parlent aujourd'hui. Nous, on va plutôt aider nos clients à concevoir les dispositifs de détection et de réaction. On va simuler des crises, on va simuler des attaques et on va aider les équipes à mieux se comporter face à tout ça. Et puis, tout simplement, la cybersécurité, c'est développer une infinité d'expertise parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle techno, il faut se poser la question cyber. Donc, il faut vite monter en compétences. Donc, j'ai développé cette expertise-là. Et on apprend dans notre équipe un autre métier qui s'appelle le conseil. Alors, je vais vous la faire très courte et très simple. Le conseil, c'est 2 choses. C'est apprendre à comprendre un problème, une question posée par quelqu'un, et essayer de trouver une démarche pour y répondre. Donc, on ne sait pas tout. Par contre, ce qu'on sait faire quand on est consultant, c'est traiter le problème et arriver à un résultat. On ne connaît pas le résultat à l'avance, mais on met au point, au bout de quelques années, chacun ses petites méthodos, ses techniques pour arriver à répondre à des questions. Donc ça, c'est le premier axe. Et puis le deuxième axe, c'est penser aux hommes, donc aux gens. Toutes ces technologies, la sécurité, tout ça, c'est des choses contraignantes qui impliquent des changements auprès des personnes. Et on a le souci de l'humain dans nos interventions, c'est-à-dire qu'on va vite associer les gens qui vont être impactés par la sécurité, par les changements technologiques dans nos missions dès le démarrage. Et on va apprendre à écouter leur quotidien, on va apprendre à écouter leurs contraintes pour mieux les traiter, les intégrer dans ce qu'on propose comme solution. Ça, c'est un peu nouveau pour moi. Mon premier job avant Bejaflor, je faisais de l'expertise technique pure. Donc j'étais un des gourous en sécurité Microsoft à l'époque. On trouvait même des 0D avec les copains qu'on ne publiait pas parce qu'on n'avait pas le droit. Et en fait, on rédigeait des documents qui expliquaient comment configurer ces environnements Microsoft de manière sécurisée. Voilà. Et puis un jour, j'ai quitté l'entreprise, je suis arrivé chez Bejaflor, je me suis mis à essayer de déployer les fameux guides techniques que j'avais rédigés. Et vite, j'ai compris que tout le monde les mettait à la poubelle une fois qu'ils étaient livrés chez le client parce que complètement inapplicables avec le quotidien des gens qui devaient les appliquer. Donc c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un autre métier que l'expertise pure, qu'il fallait aussi que les choses fonctionnent. Et pas juste écrire ce qu'il fallait faire, mais il fallait que les choses fonctionnent chez le client derrière. Ça, c'est un point qui est très important et on y est tous très attachés dans notre mode de fonctionnement. Donc ce qu'on apprend dans l'équipe, c'est bien ces 2 métiers-là. Alors notre mission aujourd'hui, vous l'avez compris, elle est de catalyser les gens, donc fédérer les gens autour de la sécurité, faire évoluer leur comportement. Et puis le deuxième objectif aussi, c'est d'innover. On a un devoir d'innovation quand on est en sécurité qui est limite un devoir de survie. On dit souvent « evolve or die » quand on parle de changement technologique et de rupture technologique. En sécurité, plus qu'ailleurs, on doit innover parce qu'on est face à des cycles d'innovation très très rapides, très forts chez nos clients. Vous ne le voyez peut-être pas, mais la digitalisation des entreprises, tout le monde en parle. Quand on dit le cloud, c'est important, tout le monde y est déjà, ce n'est pas vraiment vrai. Il y a encore plein d'applications qui tournent sur des vieux systèmes et plus personne ne sait comment ils tournent, comment je les mets dans le cloud. Quand on parle de big data, pour vous, c'est des choses que vous avez vues en cours qui vous semblent naturelles. Je connais très peu de clients, on a une quarantaine de clients, il n'y en a peut-être que 4 qui ont déjà mis en place des data lakes avec des vraies équipes opérationnelles derrière. Tout le reste, ce ne sont que des projets. Quand on parle de blockchain, je ne connais aucune initiative blockchain opérationnelle chez mes clients. Alors, tout le monde en parle aujourd'hui.
Donc les cycles technologiques vont très 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 vite. Nous, on doit déjà apporter des réponses sécurité avant qu'ils aillent sur ces initiatives-là à nos clients. Donc on doit aller plus vite que nos clients, qui sont très gros, sur la compréhension de ce qui se passe. Donc l'innovation, elle est hyper importante. Alors aujourd'hui, on a 3 départements dans la BU, je vais peut-être juste rester sur ce slide pour vous en parler. Donc on a un département qui va plutôt se centrer sur l'évaluation des enjeux et des risques d'un point de vue business. Donc ce sont plutôt des gens qui ont envie de parler à des directions métiers, de comprendre ce que font ces équipes-là, donc les utilisateurs, les directeurs, et d'intégrer ça dans les études de risque. On a un département transformation qui va plutôt s'intéresser à la définition de ce qu'il faut faire. Donc voilà la liste des projets sécurité que vous devez déployer chez vous. Donc si vous travaillez sur ces sujets-là, vous allez avoir une vue complète des capacités possibles en sécurité. Et puis, vous allez aussi devoir apprendre à gérer des projets. Donc gérer un projet, c'est gérer un budget important en général. On est sur des budgets à 10 millions en moyenne d'euros chez nos clients. On appelle ça des programmes. C'est gérer des délais. Donc comment je fais travailler quelques dizaines, quelques centaines de personnes pour tenir mes délais. Alors, vous ne faites pas ça tout seul quand vous êtes junior, mais vous commencez à monter en compétence là-dessus. Et puis gérer des résultats. Et comment je mesure le résultat d'un projet sécurité? Si quelqu'un a une réponse dans la salle, je le recrute directement à la sortie. D'accord? Parce que réduire un risque, c'est un peu comme une assurance. Je mets de l'argent sur la table pour que ça ne se produise pas, pour que l'incident ne se produise pas. Et la dernière division regroupe toute l'équipe d'expertise, qu'elle soit fonctionnelle ou technique. Donc les gens qui vont faire du coaching sécurité auprès des projets, et puis les gens qui vont faire plutôt du pen test, donc simulation d'attaque, et du forensic, donc en réaction aux incidents. Vous avez là la liste des sujets, je ne vais pas les balayer dans le détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on ne fait pas chez Bejaflor, c'est de l'intégration d'outils de sécurité. Donc nous, on va dire, il faut mettre en place un outil de DLP, par exemple, donc un outil qui va détecter les mouvements de documents et les empêcher, Data Leak Prevention. On va dire, voilà les critères pour choisir l'outil de DLP avec notre client, on va les définir, et on va l'aider à choisir l'outil. Ça, c'est l'assistance maîtrise d'ouvrage. Derrière, on va l'aider à piloter le déploiement, c'est-à-dire qu'on va faire le rôle de chef de projet. Par contre, nous n'allons pas configurer le DLP avec nos petites mains, nous n'allons pas l'installer sur les équipements, sur les infrastructures. Ce qu'on ne fait pas également, c'est l'administration de ces outils de sécurité qui sont faits par des boîtes spécialisées en administration système et réseau. Donc nous, on est plutôt sur la partie conseil. Vous avez un problème et voilà la meilleure réponse à votre problème et on vous aide à faire le déploiement. Par contre, on ne fait pas l'administration ni l'intégration. Une question? Non? Donc pour réussir ça, vous le comprenez, c'est un métier qui est hyper exigeant. Il faut constamment se mettre à niveau. Alors moi, pendant des années, je me suis mis à niveau tout seul. C'est quand même plus sympa quand c'est bien organisé, bien structuré. Donc aujourd'hui, on a un gros programme dans l'équipe qui s'appelle Cyber Academy, qui comporte 5 grandes phases. On a un pilier qui est sur l'intégration. Donc quand vous arrivez, il y a tout un petit welcome pack qu'on vous fournit qui vous donne les fondamentaux et on oublie tout ce qu'on a vu à l'école et du coup on rentre dans la vraie vie, c'est qu'est-ce qui fonctionne vraiment chez nos clients. Pour certains profils qui ne sont pas vous en fait ce soir, on a mis en place un programme qu'on appelle Bootcamp sur lequel a beaucoup travaillé Margot, elle vous en parlera tout à l'heure, qui donne leur chance à des gens qui ont fait une école d'ingénieur ou une école de commerce mais qui n'ont pas de connaissances IT ni sécurité et qui ont envie de s'intéresser à la cyber. Donc on les forme pendant 6 semaines vraiment aux foundations, donc aux briques de base de la cybersécurité. Et après, on les intègre dans des équipes qui sont un peu plus matures en sécurité pour les accompagner en coaching pendant 18 mois pour leur assurer leur montée en compétences. Voilà. Et ça fonctionne bien. On a intégré 25 personnes comme ça l'année dernière qui sont super contents en mission aujourd'hui. On a en plus une quarantaine de sessions de formation par an sur des sujets très ponctuels en sécurité. Donc il y a des consultants seniors, des managers qui ont envie de partager un savoir sur une thématique. On propose cette session-là et puis s'il y a un minimum de participants à la session de formation, du coup on déroule la formation. C'est le jeudi soir. Et puis on fait venir aussi des éditeurs de solutions de sécurité, ce qu'on appelle les REX éditeurs, qui vont partager avec vous comment ça a fonctionné mon projet pour déployer ma solution d'antivirus, mon firewall, mon IDS chez tel ou tel client. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on a du concret, on a des vrais retours d'expérience et puis on maintient son niveau.
D'un point de vue pure gratification, pour valoriser un petit peu les expertises que vous avez acquises au travers de vos missions et de vos formations, on a un gros plan de certification professionnelle qui est concentré sur une filière technique d'une part, donc on est plutôt sur les certifications SANS et OSCP, et plutôt fonctionnel d'autre part sur les certifications ISO, avec un prérequis pour passer à un certain niveau dans la hiérarchie des grades qui est de passer le CISSP, donc qui est la certification la plus reconnue en cyber aujourd'hui sur le marché. Voilà. Après, au quotidien, vous allez être suivi par 3 acteurs. Ça, c'est super important. Il y a une direction ressources humaines carrière qui est complètement indépendante des opérations, donc qui ne me reporte pas, qui va faire un suivi avec vous de votre quotidien. Donc si vous avez une alerte à remonter, vous pouvez passer par ce canal-là. Elle est rattachée directement au président de l'entreprise et elle gère assez facilement les évolutions de carrière. Ça, c'est pour faciliter les changements d'expertise. Un consultant qui faisait, je ne sais pas, beaucoup de cloud chez IT Advisory qui veut faire de la cyber tout à coup, peut passer par ce canal-là. Il n'y aura pas de stop par son management pour une raison X ou Y pour l'empêcher de le faire. Et plus pragmatiquement, au quotidien, vous avez une difficulté en mission, vous sentez que votre manager conseil ne vous écoute pas ou que le business développeur qui gère la relation client ne vous a pas écouté, vous pouvez escalader via ce canal-là. Ça garantit l'indépendance. Du coup, il n'y a jamais de problème puisque comme on a ces 3 acteurs-là qui interviennent autour de vous quand on est en mission, vous êtes toujours certain d'être entendu. C'est un deuxième avantage, c'est qu'au moment des comités d'éval, tous les ans, on arrive à beaucoup fiabiliser l'évaluation de ce qui était fait et de la montée en compétence des consultants de l'équipe. Et ça, pour moi, qui anime tous ces comités-là, tous les ans, c'est une grosse valeur ajoutée parce que je peux confronter le feedback des project leaders, donc conseils, le feedback des BD, business developers, qui ont eu les feedbacks eux-mêmes des clients, et puis l'ARH qui aura peut-être un avis un peu indépendant et un peu différent sur le sujet. Donc ça garantit que vous êtes vraiment évalué sur ce que vous avez fait et pas sur des promesses ou des capacités de communication auprès des uns et des autres. Et puis le partage qui est pour moi le nerf de la guerre. Si on était 150 consultants chacun sur des sujets différents, on aurait à peu près la même rentabilité financière. En revanche, on ne produirait pas la même valeur ajoutée pour nos clients. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Il y a une dizaine de consultants qui interviennent sur des missions GDPR. Ces 10 consultants ont un devoir, c'est d'échanger via le subject matter expert GDPR de l'équipe toutes leurs difficultés mission. Et il y en a toujours un qui a déjà traité la difficulté avant l'autre sur sa mission. Il y en a toujours un qui a déjà rédigé un doc qui est très similaire à celui que l'autre a traité sur sa mission. L'objectif, c'est de garantir un niveau de qualité uniforme pour nos clients et puis pour vous faciliter le quotidien. Donc le partage, c'est très important. Donc on se sert de Slack pour échanger les infos. Il y a plein de channels en fonction des sujets que les uns et les autres aiment. Il y a un channel Pentest, il y a un channel GDPR, il y a un channel SCADA, parce qu'on a des passionnés de la sécurité sur les environnements SCADA. Et puis on a une B-Community dont je vais parler là juste après, qui permet de justement traiter toute cette capitalisation dans l'équipe. Donc la BICOM, qu'est-ce que c'est? La BICOM, c'est un peu le skill center de l'équipe. Et je vais être assez cash. La vocation de la BICOM, c'est de produire des documents utiles, utilisables et utilisés par les consultants. Et c'est les consultants qui les produisent. Je vais vous donner un exemple. On veut pentester un data lake. Ça sera le prochain sujet, je pense. On veut pentester un data lake. On va prendre dans l'équipe 3-4 personnes qui s'intéressent au sujet ou qui ont déjà traité le sujet. Il y aura un sponsor qui va dire voilà les documents input, voilà les orientations à faire sur le document. Et le document, c'est le plan type ou la cheat sheet des éléments techniques à vérifier sur un data lake quand on fait du pentest. Donc ça dure 4 semaines. On se voit une fois par semaine pour faire une synchro sur les recherches des uns et des autres. Et au bout de 4 semaines, on a produit la cheat sheet sur pentesting data lake. 2 bénéfices. Le premier, les gens qui ont bossé sur le sujet, ils sont tous montés en compétences, même s'ils n'étaient pas dessus en mission à ce moment-là. Donc ça vous permet aussi de découvrir d'autres trucs. Deuxième bénéfice, on a une cheat sheet qui est partageable avec tous les experts techniques qui se retrouvent positionnés face à cette problématique. Donc on a un partage de connaissances qui est industriel, qui est assuré. Pourquoi ça marche? Alors au début ça marchait bien parce qu'on était une quinzaine dans l'équipe et puis voilà, on avait tous un peu la même vocation à partager les infos.
Et pour valoriser ça, en comité d'évaluation, à la fin de l'année, moi j'ai 2 notes. J'ai la performance en mission et ce que le consultant a fait en contribution pour la base de connaissances. Et ces 2 notes-là font la note moyenne qui détermine votre augmentation pour être très pragmatique. Depuis qu'on a mis cette règle en place, on a une explosion de la base de connaissances et des docs qui sont utilisables. On est à plus de 3000 docs aujourd'hui dans la base de connaissances. Donc c'est assez efficace. Alors on a mis en place un stream d'innovation là depuis un peu plus de 12 mois. Donc ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus resserré. Je vous rappelle qu'on a un devoir d'innovation qui est très fort. Donc on a sélectionné dans un Innovation Contest 5 personnes qui étaient très très créatives et très au fait des technologies, puis avec de la gouache, et qui a eu plusieurs missions cette année. Juste un des fruits de leurs travaux cette année, c'est qu'ils ont mis en place un chatbot à base d'intelligence artificielle qui prend en charge une partie des activités d'un responsable sécurité. Alors ça vous parle peut-être pas beaucoup, à part les mots magiques chatbot, IA, etc. Moi, quand je vais expliquer ça à mes clients, je leur ai expliqué aux assises, ils m'ont dit c'est l'innovation de l'année. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à recruter suffisamment de personnes en interne pour faire leur job. Avant, il y avait le RSSI, maintenant il y a le RSSI plus une quarantaine de personnes qui travaillent pour lui. Donc comme ils n'y arrivent pas, ils se retournent vers des fournisseurs du marché, des consultants. Sauf que moi, mon réservoir à cerveau, il n'est pas infini non plus. Voilà. Donc là, on va traiter une partie du problème puisqu'on arrive à faire des savings jusqu'à 30% de charge sur l'activité d'un assistant RSSI avec ce chatbot. Je ne vais pas rentrer dans le détail du sujet, mais ça, c'est une super innovation qu'a produit l'équipe, qui a un énorme impact sur même la façon dont fonctionne le marché. Donc on a traité un problème qui était sur la gestion des talents pour nos clients. Bon, puis là, ils sont en train de poker tout plein de solutions un peu innovantes. J'en ai ramené plein de New York, de Singapour, on en a vu pas mal en France aussi. Donc on a plein d'éditeurs un peu innovants, des petites startups. On est en train de tester leurs solutions et puis on va en choisir 5 qui tiennent la route, qu'on a pu éprouver chez les clients. Et l'iSquad va présenter ça à un panel de clients. Évidemment, de consultants qui pourront bénéficier de leur retour. Donc ça permet de rester up-to-date sur tout ce qui se passe en termes d'innovation. Pardon, j'étais un peu vite. Et on a mis en place il y a un peu plus d'1 an, donc grâce à Quentin, merci d'ailleurs, donc un Slack en interne. Ça aussi, ça a été un sujet un peu complexe. Moi, j'avais essayé de mettre en place des forums, de l'IC, de l'IRC aussi, à la vieille époque. Ça n'avait jamais fonctionné complètement dans l'équipe. Là, avec cet outil-là, on a réussi à toucher toutes les populations et on y trouve vraiment de tout. On a un chat dans Slack qui est vraiment sur le quotidien. Donc qui veut boire un coup à tel endroit parce que je suis à tel endroit en sortant de mission, ou qui est en mission à la Défense en ce moment, on se fait un déj tous ensemble, etc., etc. On a des chans qui sont spécialisés sur des sujets techniques, donc ça permet de se poser des questions. On a des chans de veille où les gens poussent proactivement de l'information. Donc ça, c'est très important pour maintenir le lien. On est quand même en conseil distribué sur plein de missions. Alors quand on débute, on a plutôt 1 ou 2 missions en parallèle maximum, mais très rapidement, dès qu'on est manager, on se retrouve à gérer 3-4 localisations différentes dans Paris. Donc pour garder le contact avec toutes les équipes, c'est quand même un outil qui est assez puissant. Alors après, il nous reste 15 minutes. Soit je vous déroule des slides en vous donnant des exemples de missions, ce que font les consultants dans les missions. Je trouve que ça manque un peu d'interactivité. Donc du coup, j'ai demandé à Quentin et Margot tout à l'heure s'ils étaient d'accord pour intervenir. Je vais leur laisser la parole là, pendant 10 minutes et ils vont vous raconter un peu leur quotidien, vous poser des questions. L'objectif, c'est d'être dans le plus interactif possible pour qu'ils témoignent un peu de ce qui se passe pour eux. Alors, ils ne sont pas forcément très techniques, ils sont plutôt dans les profils consultants fonctionnels, mais vous pourrez transposer avec des missions techniques dans d'autres domaines. Bon, je te laisse la parole du coup, Quentin. Merci Maxime. Donc Quentin Recoursé, je travaille donc depuis 2 ans pour une banque française. Donc au quotidien, je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques de la mission, ça va vraiment être qu'est-ce que je fais au quotidien. Donc au quotidien, je lance des projets, que ce soit des projets techniques, des projets fonctionnels, pour améliorer la sécurité de l'entreprise. Donc on va avoir des projets de formation des employés, puisque le premier vecteur d'attaque, c'est bel et bien les employés. Par des défauts, des erreurs techniques, des mails qu'ils vont envoyer à l'extérieur, etc. Donc de la formation des employés, on va avoir des projets techniques qu'on va faire avec la DSI, de correction de vulnérabilité,
de patching de serveurs, donc des serveurs des postes de travail qui ne sont pas à jour, ou des logiciels qui ne sont pas à jour. On va lancer des projets également avec les achats, pour s'assurer que dans les contrats avec tous les prestataires et les fournisseurs de l'entreprise, on ait un certain nombre de clauses de sécurité, s'assurer qu'on travaille avec des prestataires et des partenaires qui sont sécurisés eux-mêmes. On lance également des projets de communication en interne pour expliquer ce qu'on fait, la nécessité de la cybersécurité. Et enfin, on lance pas des projets, on accompagne tous les projets de l'entreprise pour faire en sorte que dans les projets, on intègre dès le début, dès la création des projets, les contraintes de sécurité. Donc ça, c'est ma mission, c'est ce que je fais en mission au sein d'une banque française. En plus de ça, j'ai une activité au sein du cabinet, puisque comme disait Maxime tout à l'heure, on nous demande à la fois des activités en mission, mais on nous demande également de nous investir au sein du cabinet pour développer la connaissance, mais aussi pour faire en sorte qu'il y ait toute cette notion de partage dont parlait Maxime tout à l'heure. Donc sur ces aspects de partage, donc j'ai mis en place l'outil Slack, qui aujourd'hui est très utilisé par les consultants, qui permet en quelques instants, 30 secondes, d'avoir une réponse. Alors qu'avant, on allait demander la question, poser la question à son manager, rechercher sur Internet. Aujourd'hui, on a des échanges quotidiens, une question, un document, une contrainte, une problématique qu'on rencontre en mission. On la pose sur cette application et ça va nous permettre d'avoir sur les 150 consultants, il y a toujours quelqu'un qui aura eu la réponse avant nous. Donc voilà, on est vraiment dans une notion de partage à travers cette application. Et au sein du cabinet, je m'occupe également du blog. Donc on a un blog, blog risque et sécurité.bejaflor.com, qui est un blog sur lequel on partage à la fois une veille sur la cybersécurité, on partage notre analyse des attaques. La plus récente, on a partagé une analyse sur l'attaque sur le Wi-Fi, les vulnérabilités liées au WPA2. On a par le passé étudié WannaCry ou les autres grandes attaques qui ont pu avoir lieu. Et puis on propose aussi des témoignages de consultants pour montrer comment se passent les missions chez nous. Donc chez Bejaflor, vous avez vraiment la possibilité de travailler avec un client, mais aussi de vous investir en interne. Et tout l'investissement interne est vraiment valorisé chez Bejaflor. Et simplement, j'aurais dû commencer par ça, mais je vais terminer par ça parce que je pense que c'est vraiment pertinent. Moi, je suis parti sur un profil IT, c'est-à-dire que j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, en télécommunication. Donc, disons que j'avais les bases de l'informatique, du réseau. Par contre, je ne connaissais rien à la cybersécurité. Le domaine m'a simplement plu suite à une rencontre avec Maxime qui m'a expliqué, qui m'a parlé du sujet, qui m'a présenté le sujet. Et c'est Bejaflor qui m'a complètement formé sur le sujet, dès le début avec un programme de formation, et puis tout au long de ces 2 ans écoulés chez Bejaflor avec des formations régulières en semaine et des certifications. Je vais passer à la fin de l'année la CSX. Voilà, donc on a vraiment possibilité chez Bejaflor de se former, d'approfondir nos connaissances et de mettre à jour nos connaissances, puisqu'on est vraiment sur un domaine qui change tout le temps, avec des technologies qui changent, des vulnérabilités qui changent, donc une obligation de se former. Je te laisse la parole. Merci. Justement, pour continuer sur ce sujet, donc moi j'ai fait une école d'ingénieur. Je n'étais pas non plus un profil cybersécurité ni IT, et en fait en intégrant Bejaflor, j'ai pu travailler pendant 3 mois sur la formation bootcamp. Donc qu'est-ce que la formation bootcamp? En fait, c'est pour justement les profils non IT comme moi, qui vont pouvoir suivre pendant plus de 6 semaines différents modules qui vont vraiment donner les fondamentaux et les bases de la cybersécurité. Donc il y a une partie théorique, mais il y a aussi une partie pratique. Donc c'est un exemple de module, par exemple les politiques de sécurité, les vulnérabilités, les différents mécanismes organisationnels ou bien techniques à mettre en place. Donc voilà, moi d'avoir travaillé pendant 3 mois sur ce projet, ça m'a permis en fait d'acquérir les bonnes compétences pour pouvoir après travailler chez un client.
Et le but de cette formation, c'est vraiment de donner aux consultants les armes nécessaires pour pouvoir assurer une mission en cybersécurité. Donc, suite à ces 3 mois, j'ai intégré une grande entreprise du secteur bancaire pour laquelle je travaille, et je suis donc sur le secteur de la sécurité informatique et de la continuité informatique. Donc, qu'est-ce que c'est que la continuité informatique? C'est en fait de s'assurer qu'en cas d'incident majeur, donc ça peut être une panne d'électricité, un incendie, les applications essentielles et critiques de l'entreprise pourront bien être secourues, que les solutions sont mises en place, qu'on ne va pas avoir de perte de données, qu'une application, par exemple, pour effectuer un paiement ne sera pas indisponible et générer des pertes justement pour l'entreprise. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est aussi de pouvoir exercer ces solutions, de s'assurer qu'en cas d'incident, les applications sont bien secourues. Donc, on va simuler des incidents et vérifier de façon effective que ces applications sont toujours en bon état. Donc ça m'a permis aussi d'acquérir pas mal de compétences donc, sur ce sujet spécifique, mais ma mission, en fait, j'ai également pu travailler sur d'autres sujets, notamment la mise en place d'une solution sécurisée pour les transferts de fichiers vers l'extérieur, donc pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de données, que des informations qui sont confidentielles et qui ont une valeur importante pour le client ne fuitent pas à l'extérieur et se retrouvent dans des mains de personnes qui pourraient en faire un mauvais usage, voilà, pour des raisons financières ou quelles que soient les raisons. Donc voilà, c'était vraiment de décrire tout le process et la mise en place, donc c'était vraiment intéressant. Un autre sujet, dont Quentin a parlé tout à l'heure, la sensibilisation des collaborateurs, ça c'est vraiment quelque chose qui est primordial en sécurité. Et donc moi, ce que j'ai fait, j'ai participé en fait à la création d'un serious game de sensibilisation. Donc en fait c'était vraiment pour les collaborateurs IT de se mettre à la place d'un responsable de la sécurité et de dire quelles sont les mesures à implémenter organisationnelles ou techniques en cas d'attaque, donc pour différents types d'attaques, quelles sont les mesures que je vais implémenter en gérant son équipe et son budget. Donc voilà, c'est vraiment être dans la peau d'un RSSI et ça les sensibilise en se disant, bon bah voilà, j'ai eu une attaque, quelqu'un est venu mettre un enregistreur de frappe sur l'ordinateur, comment est-ce que j'aurais pu l'en empêcher, le bloquer? Donc voilà, donc tout ça, au travers de ces 2 missions, j'ai pu monter en compétences, étant donné que je n'étais pas du tout un profil de cybersécurité, mais surtout en interne également. J'ai pu participer donc, à un projet de la BICOM, donc un sprint où on s'est regroupé avec 4 autres consultants. On a pu échanger sur un sujet précis. Et là, il y en a un deuxième qui va être lancé. Ensuite, je fais aussi partie du club d'assistants RSSI. Donc ça, c'est un club pour toutes les personnes qui font des missions semblables d'assistants RSSI, de pouvoir échanger sur des problématiques, de dire voilà quels sont les sujets les plus importants pour vous en ce moment, comment est-ce que vous travaillez dessus, et voilà, ça c'est un bon canal de communication. Ça permet d'échanger, de connaître et de rencontrer tous les consultants, parce que ça c'est quelque chose qui est quand même assez important, notamment au travers des différents événements qui sont organisés par Bejaflor. J'ai pu rencontrer un certain nombre de consultants, et même ça m'a aidé même dans ma mission pour des problématiques que j'ai pu rencontrer, de dire bon bah voilà, je sais que telle ou telle personne travaille sur le même sujet que moi, je peux la contacter et cette personne va m'aider. Donc juste voilà. Pour donner un exemple hyper concret, quand on est 10-15 consultants en assistance RSSI ou sur des sujets proches, et que tout à coup il y a un article dans Google News sur NotPetya et qu'il y en a un qui a déjà rédigé l'analyse technique dans la nuit parce qu'il a passé sa nuit sur IRC avec l'équipe du lab de Pentest à essayer de comprendre ce qui se passait, et que le truc il est vulgarisé surtout, hein, donc d'un point de vue très pédagogique. Derrière, il y a 15 consultants qui vont voir leurs clients de manière proactive avec voilà le document. Vous imaginez l'impact pour vous en tant que consultant ? C'est génial et tout, et puis le coup d'après ça sera un autre, ou alors on se met à 2 ou 3, on rédige de manière conjointe la note technique et on la pousse de manière proactive à son client. On a une valeur ajoutée incroyable. En faisant le moins d'erreurs possible, parce qu'on n'a pas tous la science infuse. Même au bout de 20 ans de carrière, on ne sait pas tout en sécurité. Donc c'est important de pouvoir compter sur les autres, et moi je crois beaucoup à ce club d'assistants RSSI, sur sa capacité justement à faire diffuser les messages de manière transverse chez l'ensemble de nos clients.
Voilà, c'était juste un exemple, mais c'est assez classique dans l'émission. Donc oui, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous sert au jour le jour dans notre mission. Et donc voilà. Ensuite, sur la vie interne, donc voilà, c'est vraiment ce qui est très important chez Bejaflor, c'est ce qui m'a permis de monter en compétences et également les certifications. Donc comme Quentin, je vais passer la certification CSX à la fin de l'année. Oui, on t'a pas mis sur la pentest OSCP. Voilà. Ok, est-ce que vous avez des questions ? Oui, installé, oui, pour la BE. En fait, c'est vraiment le même principe qu'un Facebook. Donc c'est un réseau social d'entreprise avec une interface web et une application mobile et qui nous permet comme expliquait Maxime, on a plusieurs channels, donc plusieurs zones de partage, des zones qui sont publiques, qui permettent de partager à l'ensemble des consultants, des zones qui sont restreintes comme une zone assistant RSSI par exemple, une zone GDPR, une zone Pentest, qui permet à tous les consultants qui traitent le même type de sujet d'échanger sur une zone un peu restreinte. Et on a aussi un système de messagerie privée qui permet d'envoyer des messages directement. Donc le vrai avantage de cette solution, c'est exactement comme Facebook, c'est l'instantanéité, c'est obtenir une réponse rapidement, et puis partager des informations à l'ensemble des consultants. Voilà. S'il y a un événement, s'il y a une attaque en cours, parce qu'on partage aussi des rapports d'attaque ou des messages d'alerte. Voilà. Donc c'est vraiment le partage d'informations en temps réel au sein des consultants qui sont tous répartis dans des équipes différentes, chez des clients différents. D'autres questions ? Profitez-en. Ça dépend vraiment de la nature des projets. Aujourd'hui, on a des gens qui, comme Margot, sont tout seuls chez le client quasiment. Enfin, il y a quelques consultants autour d'elle et il y a un manager qui passe de temps en temps. Mais je te mets plutôt dans la catégorie de ceux qui sont en interaction très forte avec le client. Il y a des équipes jusqu'à 15 consultants qui sont dans les locaux du client pour des raisons de confidentialité puis d'impact mission aussi. Il faut qu'on puisse voir plein de monde rapidement. Avec 2-3 managers, un principal qui gère la pyramide. Et voilà. On a des missions plus classiques où on intervient 3-4 mois sur un sujet précis, un manager plus 1-2 consultants. Il y a des missions longues, ça c'est des choix personnels. Il y a des gens qui préfèrent avoir de l'impact et voir sur le long terme leur intervention. Moi, j'aime pas trop que les gens restent plus de 12-18 mois chez le même client. Dans la pratique, il y en a plein qui adorent rester jusqu'à 3 ans chez le même client. Surtout quand il y a un baby-foot à chaque étage, qu'il y a un Columbus Café au rez-de-chaussée. Enfin voilà, tu vois de quoi je parle. Il y a des environnements qui sont vachement propices. Et puis il y a des sujets hyper intéressants, ça change tous les mois, etc. Il y a des consultants qui gèrent 5-6 missions en parallèle. Il faut avoir la capacité, hein, objectivement. Des contextes clients différents, des sujets techniques différents. Il faut vite brancher dans son cerveau. Mais il y en a qui y arrivent très bien, qui adorent ça. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire en fait en mission. Voilà. Démarrer sur 5 missions tout de suite en sortant de l'école, non. Ça, c'est le meilleur moyen de se griller. Par contre, dire je vais faire que des missions courtes ou que des missions longues ou un mix des deux, et puis j'ai envie de toucher un peu à tout, du long, du court, depuis le cabinet, depuis chez le client, une alternance des deux, tout est possible. Aujourd'hui, on a un volant d'affaires qui est supérieur à notre capacité de production. Je reformule, les clients nous ont confié plus de projets que de capacité en nombre de consultants disponibles pour traiter ces projets. Donc on choisit les jobs sur lesquels on se positionne. C'est ça la réalité du marché. Donc soyez rassurés. Je ne vais pas vous dérouler les slides de retour d'expérience mission. J'en ai un très important, un slide de conviction très forte. C'est bien de trouver un job, c'est bien de trouver un job qui va vous nourrir pendant 40 ans parce qu'il y aura tellement d'évolution technologique qu'il y aura de plus en plus besoin de gardiens de la sécurité chez nos clients, qu'on soit interne ou consultant. Et il y aura de moins en moins besoin de technophiles purs parce que les machines feront beaucoup de choses à notre place. Donc cette image, elle est
hyper réaliste. Pour moi, ça c'est une conviction très forte. Au-delà de tout ça, au-delà de j'ai un boulot garanti pour les 40 prochaines années, et je vous le garantis, c'est pas difficile pour moi de prendre cet engagement. Il y a aussi un rôle sociétal qui est très important. C'est que, ça c'est une conviction personnelle, donc je ne porte pas la voix du cabinet, mais l'intelligence artificielle, je m'y intéresse depuis 6-8 mois là, je mets les mains dans le cambouis, je vois des pontes dans le domaine. L'intelligence artificielle va transformer notre façon de vivre. C'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins d'employés, il y aura de plus en plus de contrôle de choses importantes pour notre quotidien par des machines, et puis il y a des algorithmes bêtes et méchants qui vont prendre des décisions à notre place. On n'y est pas encore tout à fait, je ne vous vends pas Terminator, Skynet, etc. Il y a quand même des scénarios où on peut aller là-dedans, mais il faut quand même faire très attention à bien maîtriser la technologie. Moi, je prends peur quand un algorithme apprend tout seul les règles d'un jeu et puis apprend tout seul à battre quelqu'un de bon, AlphaGo chez Google. Je prends peur quand on commence à expliquer que 80% de la valorisation des entreprises dans le monde sont faites par des automates. C'est les quants qui définissent les algorithmes. Après, c'est des machines qui prennent des décisions d'ordre de bourse à la place des gens. Et ça, c'est 80% du volume des transactions. L'impact derrière, c'est que s'il y a une machine qui s'enflamme un petit peu et qu'on n'a pas mis les bons garde-fous, qu'on ne maîtrise pas la technologie, qu'on n'a pas le bouton sécurité pour arrêter le truc, voilà. Donc il y a un rôle sociétal qui est important et une utilité pour la société qui est de bien maîtriser, toujours avec ce prisme sécurité, c'est quoi le scénario du pire avec la techno, et du coup comment je permets la techno, parce qu'elle apporte quand même plein de bénéfices, la techno, avec les bons mécanismes de sécurité. Et c'est ça notre rôle dans la société. Et je terminerai juste par un message très important. Moi, je travaille avec des gens fun. Alors, on a des codes dans le conseil parce qu'il faut respecter les clients, l'uniforme, etc. Mais c'est fun and serious. Donc, on est très sérieux dans l'exécution de notre job, mais il faut venir avec le sourire au boulot, il faut avoir la patate, il faut savoir remonter le moral de ceux qui vont un peu moins bien dans les équipes, et puis il faut savoir partager des moments fun. Voilà. Moi, c'est le baby-foot avec les équipes parce que je les domine tous. Donc, si vous êtes très bon baby-foot, je vous invite à rejoindre l'équipe que je perde mon statut. Voilà, merci pour votre attention. Et puis, on est sur le stand pas très loin.